africains, parce que cela est revenu, qu'aux États-Unis, c'est des argentiers qui propulsent des carrières politiques et qui amènent l'homme au pouvoir. Alors, et il faut donc réfléchir dès aujourd'hui à comprendre que, par contre, en Afrique, il va falloir aller puiser dans le fonds d'État pour donner même aux partis politiques afin qu'ils activent la démocratie. Alors qu'est-ce que ça peut inspirer en Afrique, docteur? J'ai bien envie de couper très rapidement parce qu'il y a un autre plateau qui se prépare. Qu'est-ce que vraiment cette sacralisation de l'argent dans la politique peut inspirer en Afrique? Est-ce que dans nos différentes démocraties, on a besoin d'attendre l'État pour le financement des différents partis politiques? Est-ce qu'on ne peut pas faire intervenir des privés pour pouvoir donner la possibilité à chacun de pouvoir se mouvoir sur le terrain? Ah ben ça, c'est le devoir des hommes politiques de nous concevoir ou alors de faire des propositions dans ce sens-là. Moi, je continue à penser que les modèles politiques ne se ressemblent pas et se contextualisent à la fois par rapport à l'histoire et par rapport à la géographie. C'est vrai, l'argent est roi aux États-Unis, mais c'est un modèle qui marche. C'est surtout à ce niveau. C'est surtout à ce niveau que je ne suis pas d'accord avec le président. C'est un modèle qui marche et les Américains ne se plaignent pas. Nous ne pouvons pas rester au Cameroun ou au Sénégal et penser que les Américains sont mal à l'aise avec leur système qui, depuis des décennies, les a émancipés. Voilà, c'est entendu. Voilà. Il y a un autre aspect de ce système électoral américain. Nous parlons de l'ouverture. Il y a également ce système a sacralisé aussi depuis un certain nombre d'années les débats politiques. Aujourd'hui, pour essayer un peu de pouvoir donner la possibilité aux différentes populations de pouvoir appréhender un certain nombre de préoccupations des candidats. Alors, mesdames, messieurs, je vous propose, avant de revenir sur ce plateau, de suivre l'un des débats. Il y en a eu 3 pour cette élection 2012 aux États-Unis. L'un des débats entre Mitt Romney et Barack Obama. Ces 4 dernières années, vous avez réduit de moitié le nombre de permis pour des forages sur les terres fédérales. Ce n'est pas vrai, gouverneur Romney. En fait, nous avons produit plus de pétrole. Combien de permis avez-vous délivré pour des puits sur les terres fédérales? Je vais me faire un plaisir de vous répondre. La politique du président dans tout le Moyen-Orient a commencé par une tournée d'excuses et ensuite il a agi en spectateur. Cette stratégie est en train de tomber en pièces. Je suis offensé, gouverneur, que vous puissiez suggérer que qui que ce soit dans mon équipe, ma secrétaire d'État ou notre ambassadeur aux Nations Unies, ait utilisé cet épisode tragique en Libye à des fins politiques. Nous n'agissons pas de la sorte, ce ne sont pas nos méthodes, ce n'est pas ma méthode en tant que commandant en chef des armées. Nous sommes passés de 10 000 milliards de dettes nationales à 16 000 milliards. Si le président est réélu, nous irons vers 20 000 milliards et cela nous mettra sur le même chemin que la Grèce. Monsieur le Président, avez-vous jeté un œil sur votre fonds de pension pour la retraite? Non, je ne passe pas vraiment beaucoup de temps sur mes investissements pour la retraite. J'en ai de toute façon beaucoup moins que vous, donc ça va beaucoup plus vite. Je vais vous apprendre quelque chose. Vous aussi, vous avez des investissements en Chine. Je rappelle à la gouverne des téléspectateurs qu'il y en a eu 3 dans le cadre de cette élection entre les différents candidats, c'est-à-dire Barack Obama et Mitt Romney, en dehors des débats des colistiers. Alors, Cheikh Ibrahim Moubarak, qu'est-ce que ça peut rapporter Non, déjà, oui, vous voyez qu'il vous parle des puits de pétrole du Moyen-Orient. C'est-à-dire que à l'intérieur, de manière consensuelle, de manière conclue, dans tous les débats qui ont pérennisé cette élection, on n'a que problème du pur capitalisme. Alors, est-ce que ces débats ont permis vraiment la fluidité de la compréhension des arguments des différents candidats? Ça, c'est la question. Oui, effectivement, c'est un scénario. Moi, je reste sur ce domaine. C'est un scénario démocratique qui se joue. Mais est-ce que ça remporte? Est-ce que ça a un poids
sur l'électorat. Oui, c'est un poids sur l'électorat populaire. Mais cet électorat populaire, est-ce que ça a une finalité? Ça pèse. Ça doit-il peser sur les grands électeurs? C'est ça le véritable problème. Voilà, merci. Ça ne pèse pas. Merci, Cheikh Moubarak. Alors, docteur Paul Ménessi, avant de revenir sur Bandakani, dites-nous un peu, vous êtes stratège en communication, stratège de communication. Lorsque vous observez qu'aux États-Unis, il y a un accent qui est pratiquement mis sur le débat politique. Alors, en quoi s'enrichit le débat politique, le système, la fluidité du jeu politique? Mais le débat politique est une formule traditionnelle de communication qui prolonge sur une forme formelle ce qu'on appelle généralement la conférence de presse. Oui, c'est-à-dire que pour faire n'importe quel type de communication à un public, vous avez plusieurs choix parmi lesquels la conférence de presse. Alors, quand vous devrez participer à des élections ou alors à un scrutin, vous avez généralement ce que vous faites, vous avez les meetings que vous organisez. Mais tous ces meetings sont inaugurés par une journée qu'on appelle la journée de délibération de la campagne presse. Et le jour-là, il y a donc la conférence de presse qui publie officiellement vos idées et que vous allez en même temps maintenant diffuser tout au long de la campagne. Et dans un système comme français, les Français aussi ont sa chose. Dans un système français comme américain, on a formalisé cette étape en un débat de presse. Donc c'est un débat en réalité qui permet à la presse, parce qu'en réalité, c'est un débat qui permet à l'origine, c'est un débat qui permettait devant les journalistes de vous exprimer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pour les journalistes qu'on s'exprime, parce qu'en s'exprimant devant les journalistes, on s'adresse directement aux populations. Donc c'est un débat qui permet aux populations d'écouter de façon directe la confrontation entre les deux protagonistes à l'élection. C'est une stratégie de communication payante. La preuve, c'est que à chaque fois qu'il y a eu le premier, le deuxième, comme le troisième débat, les Américains se sont prononcés pour dire qui était le vainqueur, qui avait mieux fait. Et pourquoi est-ce que ça peut influencer les élections? Ça peut influencer parce qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de harcèlement quelconque. Tout est direct entre le politicien ou alors le candidat et celui qui vote, l'électeur. C'est-à-dire que l'électeur écoute le candidat et il est lui-même le maître de sa propre conscience. Donc, sur ce plan-là, ces débats sont importants et peuvent déterminer, peuvent avoir une influence, pas forcément déterminer une élection, mais peuvent avoir une influence sur la poursuite d'une campagne électorale. Il faut avouer, Bandakani, qu'il y a également beaucoup de pics dans le cadre de ces différents débats. Mais je voudrais dire une chose. Au-delà de l'aspect formel que vient de décrire le docteur Ménessi, il faut dire que même là encore, c'est les forces de l'argent qui tiennent le débat politique. Ce que Cheikh disait tout à l'heure. Je voudrais vous rappeler que ces débats sont fabriqués par les fondations, les think tanks, qui sont des grosses machines à produire des offres politiques qui correspondent aux désirata populaires du moment. Dans la fondation, c'est Rockefeller, Carnegie, il y a au moins 6 ou 7 fondations qui dominent aux États-Unis, qui sont des machines à produire des thèmes politiques préfabriqués que les candidats vont simplement recycler auprès des électeurs. L'influence de ce débat n'est pas structurelle, elle est conjoncturelle. Parce qu'on a dit sur le plan structurel, ce n'est pas les débats qui vont gagner les élections aux États-Unis. Ça a un impact. Parce qu'on a vu avec Romé comment il a remonté, n'est-ce pas, un peu grâce au débat. Mais l'influence n'est pas structurelle, elle est conjoncturelle, elle est, comment on peut dire, c'est un sacrifice à un rituel de la démocratie. Mais dans la société américaine, si vous comparez les États-Unis à la France, l'Amérique n'a pas une terre de débat politique, il faut le dire. Les Américains ont longtemps méprisé le débat politique. Parce que les intéressés au départ, c'est leurs affaires. La société américaine s'est construite comme ça. C'est récemment qu'ils commencent à s'intéresser. Parce que l'élection est aussi une grande fête, qui commence à s'intéresser au débat. Mais fondamentalement, les débats sont fabriqués dans des think tanks qui sont financés, qui sont adossés, qui sont adossés sur les multinationales de chaque camp et qui fabriquent des recettes politiques que les candidats se contentent de réciter. Merci beaucoup. Alors, pour revenir dans ces recettes politiques et qui reviennent dans la campagne et qui sont soutenues lors du débat, vous savez que lors des conventions des partis politiques qui se tiennent généralement le premier lundi du mois de novembre, entre le 2 et le 8, et chaque parti est donc appelé
a présenté, n'est-ce pas, les grandes lignes à proposer qui seraient soutenues et développées maintenant par le président. Mais derrière ces grandes lignes, les maîtres à penser sont les financiers. Ce sont des financiers et c'est ce à ce qu'ils tiennent. C'est pour cette raison que lorsque vous suivez dans ce débat, on pose la question, par exemple, au président américain, a dit combien de puits de pétrole a-t-il encore installé de plus dans le Moyen-Orient pour le compte des États fédérés aux États-Unis? Vous voyez que ce n'est que ça en fait qui compte pour eux. C'est la recherche de l'argent, c'est les ventes d'armement. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous. Avez-vous satisfait ceux qui vous ont amené à ce pouvoir? Donc c'est à ça que ça tient. Voilà, dans quelques secondes, peut-être dans une minute, nous irons aux États-Unis avec Mohamed Bachir pour prendre les dernières nouvelles. Mais bien avant cela, nous parlons des débats. Il faut signaler aux téléspectateurs que les différents candidats se préparent sérieusement avant d'affronter ces différents débats. Il y en a eu 3, je le rappelle encore, dans le cas de cette élection présidentielle 2012 aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, je vous propose de suivre ce reportage qui revient sur la préparation des 2 principaux candidats à cette élection 2012. D'un côté, le président sortant, favori dans les sondages, de l'autre, son adversaire républicain, à l'affût d'une occasion pour marquer des points. Barack Obama et Mitt Romney seront face à face mercredi soir lors du premier débat présidentiel. Le show télévisé est très attendu, même si son influence à 5 semaines de l'élection devrait rester limitée. L'histoire nous montre que très rarement les débats font vraiment changer les choses. Le candidat en tête dans les sondages avant les débats conserve généralement son avance. Barack Obama devrait défendre son bilan pendant les 4 années passées. Mitt Romney, lui, pourrait chercher à faire valoir son expérience d'homme d'affaires. Dans un sondage, 49% des électeurs le jugent mieux qualifié pour gérer l'économie, contre 47% seulement pour Obama. De quoi marquer quelques points, mais probablement pas assez pour mettre KO le président sortant. Pour que ce débat profite à Mitt Romney, il faudrait qu'Obama fasse une gaffe, une grosse gaffe, comme celle de Romney quand il a affirmé que 47% des Américains se voyaient comme des victimes. Une maladresse qu'Obama n'hésitera probablement pas à exploiter. Côté Romney, on dit le candidat prêt à répondre aux attaques. Après Denver, les 2 prétendants à la Maison-Blanche auront 2 autres occasions de s'affronter dans des débats. Les débats électoraux aux États-Unis. Nous y allons tout de suite avec Mohamed Bachir pour prendre les dernières informations qui viennent de tomber. Oui, Aboubacar, les dernières informations, les dernières estimations nous disent que Barack Obama remporterait dans le New Jersey, le Connecticut, le Delaware, Washington DC, l'Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le Maine et Rhode Island, tandis que l'Oklahoma, l'Alabama, le Mississippi et le Tennessee, ajouté à cela la Georgie, irait donc en faveur de Mitt Romney. Cependant, CNN note ici l'humilité de Barack Obama qui aurait déjà préparé 2 discours, contrairement à ce qu'annonçait Mitt Romney qui parlait plutôt d'un discours déjà prêt. Barack Obama qui dit ici, je cite, « Il faut se préparer à toute éventualité car ce n'est jamais un acquis ». Voilà, ce n'est jamais un acquis. Mesdames, Messieurs, nous reste juste quelques poussières de secondes pour partir sur ce plateau. Question de laisser aussi la place à d'autres collègues, également d'autres invités qui viendront parler d'autres sujets parce que la soirée continue. C'est en non-stop jusqu'au petit matin, juste après la proclamation des résultats de cette élection 2012 aux États-Unis d'Amérique. Je retrouve mes invités sur ce plateau, ils sont 3. Badakani, homme politique camerounais, président d'un parti politique, Dr Cheikh Ibrahim Moubarak, chercheur en sciences islamiques, en socio-islamique. Et à ma droite, le docteur Paul Nessir. J'ai beaucoup de difficulté à prononcer votre nom, mais j'ai réussi. Merci donc, docteur, pour votre patience. Alors, on va essayer un peu de tirer une conclusion. Alors, le système américain et nous, d'abord le système américain et les États-Unis, le système électoral américain et le monde et l'Afrique. Votre conclusion?
Oui, ma conclusion répond justement à l'avant-dernière préoccupation du docteur Tchek. Oui. Il a prétendu tout à l'heure que un enfant chez les Américains, je ne sais pas très bien comment il a dit ça, oui, mais il a voulu quand même nous dire que Obama pouvait être plus fils de blanc que fils de noir. C'est un métis en fait. Voilà, je voulais dire que Obama est en réalité un métis, mais il est métis biologiquement. Culturellement, il ne l'est pas parce qu'aux États-Unis, il n'existe pas de métis. Il n'existe que de noirs et de blancs. Tous ceux qui n'ont pas la peau blanche sont assimilés à des noirs. Donc, Obama est considéré comme un noir à part entière. Et de par sa famille, de par son ménage, de par sa progéniture, on comprend dès lors que quand il se présente comme candidat, depuis la candidature au Sénat, on ne parle pas d'un métis ou d'un blanc, on parle d'un Afro-Américain qui est candidat au Sénat. Et à partir de là, il y a un problème qui se pose dans le monde entier. Un sénateur noir, ce sera le troisième certainement, mais il était le seul à son époque. Puis quand il arrive à la candidature des présidentielles, un autre problème se pose. C'est-à-dire qu'il y a des études qui viennent d'être publiées à la veille des élections par un certain John Waston, un Britannique, qui continue à diffuser la thèse de la race inférieure, selon laquelle la race blanche serait supérieure à la race noire. Alors, cette philosophie qui est assez longue, on ne peut pas développer ici, mais qui est entretenue par beaucoup de blancs dans des lobbies les plus puissants qui continuent à considérer qu'il y a une race supérieure, devrait être démantelée par une sorte... Ça a été appelé la grande imposture depuis Cheikh Anta Diop, depuis William Edgar Dubois aux États-Unis et tous ceux qui ont précédé Obama, c'est-à-dire Colin Powell et Condoleezza Rice. À chaque fois qu'un noir est montré à la télé, pas pour ses muscles, pas pour son succès comme athlète, mais pour un succès qui met en évidence son intelligence, cela montre quand même que ça faisait tomber le mythe de l'imposture. Cette imposture qui a fait du noir un homme inférieur pendant des siècles. Ouais, maintenant, très rapidement, le système... C'est pour cela que Obama a continué, même en cas d'échec de cette élection, à symboliser l'égalité des races, à symboliser une sorte d'affirmation du noir en tant qu'être total, biologiquement égal au blanc. Voilà. Mais maintenant, retirer très rapidement le système américain par rapport aux États-Unis, par rapport au reste du monde et l'Afrique. Très rapidement, deux ou trois mots. Je reste fidèle à ce que je pense, que le système américain convient aux Américains. Il s'y trouve, certes, l'argent y est impliqué, les lobbies financiers sont impliqués, mais c'est ça les États-Unis, c'est fondé sur de l'argent. C'est une terre libre. On a créé les États-Unis parce que les gens étaient opprimés en Europe. Ils étaient offusqués par des dictatures européennes. Et ils sont allés aux États-Unis créer une sorte de liberté, une sorte de monde nouveau où il fallait créer une nouvelle manière de vivre. C'est une alternative à l'Europe classique. Et je continue à penser que si ça n'a pas encore dégénéré, ça veut dire que ça leur plaît. Maintenant, en tant qu'Africain, je ne propose pas qu'on copie de facto le modèle américain. Je continue à penser que nous avons la possibilité d'écrire un modèle d'inventer notre modèle à nous. Docteur Paul Menessé, merci. Cheikh Bemba, très rapidement, vous gardez votre thèse à vous aussi? Oui, ce qu'il faut comprendre, le plus simplement possible, je vous cite en passant comme ça qu'en Israël, par exemple, lorsque vous êtes né d'un couple, vous appartenez, on vous reconnaît la race que si et seulement si votre mère est d'Israël. Je souhaite que vous reveniez sur le oui, et pour revenir donc dans la conclusion, pour ne pas se perdre le problème de race et de ceci, le monde est devenu universel, on ne regarde plus cette potentialité, mais on regarde la matière grise, c'est ce que vous donnez. Dans la tête d'Obama, il produit une réflexion occidentale. Le système électoral américain. Donc, mais dans le cas du système purement dit, il faut savoir que le modèle américain plaît et convient aux Américains et qu'ailleurs, on a une lecture, on se permet de critiquer et de faire ce choix, mais en termes de complémentarité, on ne peut regarder aux États-Unis que ce problème de séparation, n'est-ce pas, de pouvoir. Ça, c'est ce qu'on peut saluer aux États-Unis. Mais chez nous autres, Africains, nous avons plutôt besoin que les Américains ne nous imposent pas leur vision, leur démocratie et leur pensée, n'est-ce pas, de liberté, quand nous avons toute la liberté, comme l'avait dit tout à l'heure le président. Monsieur Badakani, moi je connais votre position, mais la question que je vous pose maintenant, c'est de savoir quel est le modèle, et je vous en prie, quel est le modèle que l'Afrique peut inventer maintenant aujourd'hui?
Puisqu'il n'est plus question, il n'est pas question de copier sur les Américains. Non, l'Afrique a réinventé la civilisation. Oui. Elle a réinventé la civilisation parce qu'au départ, c'est elle qui a produit la civilisation. Chirata Diop l'a démontré. Donc elle a réinventé la civilisation. Mais ce que je voudrais dire, je ne peux pas laisser dire ce que le docteur Ménessé a dit. Je voudrais dire trois choses. Premièrement, je voudrais dire que les États-Unis sont la nation la plus mal gérée du monde. C'est une nation qui vit sur des dettes et elle s'endette sur 50 ans. Et elle le fait parce que le système international sur le plan monétaire est truqué, avec la préférence faite au dollar, sans surveillance. Donc si normalement on était dans un monde juste, l'Amérique serait sur le programme d'ajustement structurel et serait comme la Grèce, comme l'a dit Midrome tout à l'heure. Deuxième chose que je voulais dire. Obama a été élu sur une imposture. C'est cette confusion autour de la race, du faux débat sur l'inégalité des races, qui nous a amené à voter ce monsieur qui nous a trahi et menti. Non, je vous ai posé la question de relancer sur le modèle qu'il faut proposer. Ne me coupez pas. Laissez-moi aller au bout de ma pensée. C'est très important. On est en train de conclure. L'idéologie que porte Obama, c'est l'idéologie cosmopolite. C'est une escroquerie qui fait croire qu'il y a une civilisation planétaire. Le modèle que l'Afrique peut inventer. Non, il y a des nations qui affrontent l'impérialisme des multinationales, supportées par les États. Donc ce n'est pas une affaire de race. Et à la fin, je termine en disant que l'Amérique n'est pas née sur une terre libre. Les Américains ont massacré des millions d'Indiens. Monsieur Badakani, le modèle que l'Afrique peut inventer, s'il vous plaît. Mais l'Afrique a inventé le monde entier. Je vous dis que nous devons inventer la civilisation. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le monde est arrivé au bord, n'est-ce pas, de la confrontation des civilisations. Et c'est les Américains qui ont élaboré ça. Avec Huntington qui a écrit Le choc des civilisations. C'est un grand stratège qui influence. Merci, la soirée sera compte. Vous reviendrez encore sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, la soirée électorale sur présidentielle 2012, bien entendu, sur la chaîne de télévision panafricaine continue. Vous retrouverez encore ces invités et ceux qui sont passés avant ce plateau, bien entendu, avec Mohamed Bachir, toujours à la pointe ou à la fuite des informations pour vous. Question de vivre minute après minute ce qui se passe aux États-Unis. Merci pour votre bienveillante attention et à tout de suite. Le monde se précipite vers le Gabon avec un projet dans la zone économique spéciale de classe mondiale, avec de grandes infrastructures et un esprit entrepreneurial. Le Gabon, c'est la porte de l'Afrique.